Aujourd'hui, nous allons explorer l'une des boissons les plus anciennes de l'humanité, un élixir doré qui relie des civilisations séparées par des milliers de kilomètres et des milliers d'années, et qui garde dans sa saveur sucrée les secrets des rois, des dieux et des guerriers. Avant de continuer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de récits documentaires comme celui-ci. Il existe un mot qui traverse les cultures et les langues, un mot qui évoque le romantisme, la douceur et les nouveaux départs. Lune de miel. Nous prononçons cette expression tout naturellement lorsque nous parlons de couples fraîchement unis, de cette période magique qui suit une cérémonie de mariage. Mais peu s'arrêtent pour s'interroger sur son origine. Peu se demandent pourquoi exactement nous combinons l'image céleste de la lune avec la douceur visqueuse du miel pour décrire ce moment si spécial dans la vie de deux personnes. La réponse à cette question nous emmène dans un voyage à travers le temps. Un voyage qui commence dans les villages médiévaux d'Europe, où des familles entières se réunissaient pour célébrer l'union de jeunes couples. En ces temps lointains, alors que les horloges n'existaient pas encore et que le temps était mesuré par les cycles de la lune, il y avait une coutume particulière qui imprégnait les festivités matrimoniales. Les parents des mariés préparaient une boisson spéciale fermentée à partir du miel des abeilles et offraient au couple une quantité suffisante pour durer un cycle lunaire complet, environ 30 jours. Cette boisson portait le nom d'hydromel, et cette période de consommation quotidienne devint connue sous le nom de lune de miel, le mois du miel, le temps où les nouveaux mariés buvaient ensemble chaque soir en espérant que la magie de ce liquide doré apporterait fertilité et prospérité à leur nouvelle vie conjugale. L'hydromel n'était pas choisi par hasard pour cette tradition. Depuis des temps immémoriaux, le miel portait une aura de sacralité et de pouvoir. Les abeilles, des créatures qui semblaient surgir de nulle part pour produire cette substance dorée et infiniment sucrée, étaient considérées par de nombreuses cultures comme des messagères des dieux, des êtres qui transitaient entre le monde terrestre et le divin. Et le miel qu'elles produisaient était considéré comme un présent céleste, un don qui conférait des pouvoirs spéciaux à quiconque le consommait. Lorsque ce miel était fermenté avec de l'eau et transformé en boisson alcoolisée, on croyait que ses pouvoirs étaient amplifiés. L'hydromel était vu comme un aphrodisiaque naturel, une potion capable d'éveiller la passion et de garantir la conception d'héritiers saints. Pour les sociétés où la continuité de la lignée familiale était une préoccupation centrale, offrir de l'hydromel aux nouveaux mariés était bien plus qu'un geste de courtoisie. C'était un investissement dans l'avenir, une façon de garantir que la nouvelle famille prospère et se multiplie. Mais l'histoire de l'hydromel commence bien avant les traditions médiévales européennes. Pour comprendre véritablement cette boisson, nous devons voyager encore plus loin dans le temps, jusqu'à une période où l'humanité faisait encore ses premiers pas dans l'art de transformer des ingrédients naturels en quelque chose de complètement nouveau. L'hydromel est souvent considéré comme la boisson alcoolisée la plus ancienne connue de la civilisation humaine, précédant à la fois la bière et le vin de milliers d'années. Sa simplicité explique en partie cette ancienneté. Alors que la production de vin nécessite la culture de raisins et que la bière demande le traitement de grains, l'hydromel peut apparaître presque spontanément dans la nature. Il suffit que du miel sauvage entre en contact avec de l'eau de pluie et soit exposé à des levures naturelles présentes dans l'environnement pour que le processus de fermentation commence de lui-même. Certaines théories suggèrent que les premiers humains auraient découvert l'hydromel il y a plus de 20 000 ans, bien avant l'apparition de l'agriculture ou de la céramique. Imaginez un groupe de chasseurs-cueilleurs trouvant une ruche abandonnée dans un tronc d'arbre creux. La pluie s'était accumulée dans cet espace naturel, se mélangeant au miel résiduel laissé par les abeilles. Au fil des jours, les levures présentes dans l'air et dans l'écorce même de l'arbre ont entamé un processus de fermentation silencieux. Lorsque ces humains ancestraux ont goûté le liquide résultant, ils ont dû expérimenter quelque chose de complètement différent de tout ce qu'ils connaissaient. Une boisson qui réchauffait le corps, qui altérait la perception, qui apportait une sensation d'euphorie et de relaxation. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'ils aient attribué des propriétés magiques ou divines à cette découverte accidentelle. La preuve archéologique la plus ancienne de la production intentionnelle d'une boisson fermentée à base de miel a été trouvée en Chine, dans le village néolithique de Jiawu,
dans la province du Henan. Des analyses chimiques de résidus préservés dans des vases en Minzwatins. Céramiques ont révélé des composés associés au miel et au processus de fermentation, datant d'environ 7000 ans avant l'ère commune. En Europe, des traces d'hydromel ont été trouvées dans des céramiques de la culture campaniforme qui a fleuri pendant l'âge du bronze. Des découvertes similaires en Écosse et en Allemagne suggèrent que l'hydromel était largement connu bien avant les civilisations classiques de la Méditerranée. Lorsque les Grecs ont émergé comme puissance culturelle du monde antique, l'hydromel occupait déjà une place spéciale dans leur société. Les Grecs l'appelaient hydromélie et le considéraient comme une boisson digne des dieux eux-mêmes. Les abeilles étaient vues comme des créatures sacrées, messagères entre l'Olympe et le monde des mortels. Les prêtresses de plusieurs déesses importantes recevaient le titre de Mélissas, mot grec pour abeille. Le philosophe Aristote a écrit sur l'hydromel produit en Illyrie, tandis que le naturaliste romain Pline l'Ancien a consacré des passages de son histoire naturelle à décrire différents types d'hydromel. Pline a observé que l'hydromel le plus estimé était produit en Phrygie. L'écrivain romain Columelle a également laissé des recettes détaillées spécifiant les quantités de miel et d'eau, les temps de fermentation et les conditions de stockage. Avec la chute de l'Empire romain et le début du Moyen Âge, le centre de gravité de la consommation d'hydromel s'est déplacé vers le nord de l'Europe. Dans les terres qui correspondent aujourd'hui à la Grande-Bretagne, à l'Irlande, à la Scandinavie et à l'Allemagne, l'hydromel a trouvé un foyer où il serait vénéré comme nulle part ailleurs dans le monde antique. L'explication de cette préférence est en partie géographique. Dans ces régions au climat froid et humide, les raisins ne poussaient pas bien, rendant la production de vin difficile ou impossible. L'orge pouvait être cultivée pour faire de la bière, mais l'hydromel occupait un statut supérieur, une boisson réservée aux occasions spéciales et aux classes les plus élevées de la société. Le miel était une ressource précieuse dans ces terres, et le transformer en boisson alcoolisée était vu comme une façon d'honorer et de profiter au maximum de ce don de la nature. Parmi les peuples celtes de Grande-Bretagne et d'Irlande, l'hydromel occupait une place centrale dans la culture et la mythologie. Les Gallois ont laissé des poèmes qui célèbrent la boisson avec une passion presque religieuse. L'un de ces poèmes, connu sous le nom de Canu y Med ou chanson de l'hydromel, date d'environ 550 ans de l'ère commune et décrit l'hydromel comme une liqueur pure et pétillante, collectée par les abeilles, dont la louange se répand partout. L'auteur parle de cornes d'hydromel débordantes, de boissons qui bouillonnent et scintillent, créant une image vive des célébrations qui se déroulaient dans les cours des rois gallois. Un autre poème gallois, le I Gododin, raconte l'histoire d'une bataille où des guerriers ont combattu sous l'influence de l'hydromel consommé la nuit précédente. Leurs esprits élevés, dit le poème, ont diminué leur espérance de vie, une référence poétique au fait que la gueule de bois et les excès de la nuit précédente ont pu compromettre leur performance sur le champ de bataille. La langue galloise elle-même porte les marques de cette connexion profonde avec l'hydromel. Le mot gallois pour ivre est médoui, ce qui signifie littéralement être hydromélisé, être sous l'influence de l'hydromel. Cette curiosité linguistique révèle à quel point la boisson était entrelacée avec la vie quotidienne et la culture de ces peuples. Pour les Gallois médiévaux, être ivre et être hydromélisé étaient des synonymes, telle était la prédominance de cette boisson spécifique lors des occasions de célébration et de consommation d'alcool. Lorsqu'ils voulaient créer de l'hydromel aux propriétés médicinales, ils ajoutaient des herbes et des épices au mélange, produisant une variation connue sous le nom de meddiglin, ce qui signifie hydromel curatif. Ce mot a finalement évolué vers metheglin en anglais, terme encore utilisé aujourd'hui pour décrire les hydromels aromatisés aux herbes et aux épices. De l'autre côté de la mer d'Irlande, les Irlandais maintenaient leurs propres traditions liées à l'hydromel. Sur la colline de Tara, siège des anciens rois suprêmes d'Irlande, existait une grande salle de banquet connue sous le nom de Tech Mid Chuarda, que l'on peut traduire par la maison où l'hydromel circule. Ce nom évocateur nous permet d'imaginer les scènes qui s'y déroulaient, guerriers et nobles assis sur de longs bancs de bois, se passant de main en main de grands récipients d'hydromel, tandis que des bardes chantaient des histoires de héros et de dieux. L'acte même de partager l'hydromel était un rituel social important,
une façon de réaffirmer les liens de loyauté et d'appartenance à la communauté. Refuser de boire lorsque le récipient arrivait entre ses mains était considéré comme une offense grave, tandis que vider sa portion avec enthousiasme démontrait le respect pour l'hôte et les compagnons. Mais c'est peut-être dans la littérature anglo-saxonne que l'hydromel atteint son expression culturelle la plus mémorable. Le poème épique Beowulf, écrit en vieil anglais et situé dans la Scandinavie du VIe siècle, s'articule autour de la grande salle de l'hydromel de Éoroth. Cette salle, construite par le roi danois Hrothgar, est décrite comme une merveille du monde, un lieu où les guerriers se réunissaient pour boire, chanter et célébrer les victoires de leur seigneur. Le nom Éoroth signifie cerf, un animal associé à la royauté et à la virilité dans les cultures germaniques. La salle était le cœur battant du royaume de Hrothgar, l'endroit où il distribuait des trésors à ses fidèles partisans et où les liens d'honneur et de service étaient renouvelés à chaque nuit de célébration. La description de Éorot dans Beowulf est extraordinairement vivante. Le poète anonyme parle d'un édifice imposant, orné d'or, dont la splendeur brillait sur de nombreuses terres. C'était un espace où la lumière et la chaleur des feux contrastaient avec l'obscurité et le froid du monde extérieur. Un refuge où les hommes pouvaient oublier momentanément les dangers qui les entouraient. L'hydromel coulait librement dans cet environnement accueillant, réchauffant les corps et déliant les langues pour que des histoires soient racontées et des serments soient prêtés. Pour les guerriers anglo-saxons qui écoutaient ce poème être récité dans leur propre salle d'hydromel, la description de Éoroth devait résonner profondément avec leurs propres expériences et aspirations. Le conflit central de Beowulf surgit précisément lorsque cette harmonie de la salle de l'hydromel est perturbée. Le monstre Grendel, une créature des ténèbres qui habite les marécages aux abords du royaume, commence à attaquer Éoroth pendant la nuit. Les guerriers qui s'endorment après une nuit de boisson se réveillent pour trouver leurs compagnons déchiquetés, victimes de la furie du monstre. La salle de l'hydromel, qui devrait être un lieu de sécurité et de célébration, devient un lieu de terreur et de mort. Cette inversion est centrale pour l'impact émotionnel du poème. Grendel ne tue pas seulement des hommes, il détruit le concept même de civilisation et de communauté que la salle de l'hydromel représente. Ce n'est qu'avec l'arrivée du héros Beowulf, qui affronte et bat le monstre en combat singulier, que Éoroth peut être restauré dans sa fonction originelle de centre de la vie sociale et politique du royaume. Les archéologues modernes ont cherché des preuves physiques des salles d'hydromel décrites dans Beowulf. Des découvertes à Yeavering, en Northumbrie anglaise, ont révélé les vestiges d'un complexe palatial anglo-saxon datant de la fin du VIe siècle. La plus grande des salles trouvées mesurait environ 11 mètres de large sur 25 mètres de long. Au Danemark, à Lægre, près de Roskilde, ont été trouvés les restes d'un complexe de salles royales que de nombreux chercheurs pensent être la base historique du Éoroth de Beowulf. Les salles excavées datent exactement de la période où le poème est situé. Si la littérature anglo-saxonne célébrait l'hydromel comme la boisson des rois et des guerriers, la mythologie nordique élevait cette boisson à un niveau encore plus exalté. Pour les Vikings et leurs ancêtres scandinaves, l'hydromel n'était pas seulement une boisson agréable ou un symbole d'hospitalité. C'était une substance dotée de pouvoirs surnaturels, capable de transformer des hommes ordinaires en poètes inspirés et en sages connaisseurs de tous les mystères de l'univers. L'histoire de la création de cet hydromel magique est l'un des récits les plus fascinants de la mythologie nordique, impliquant des dieux, des nains, des géants, la trahison et la conquête. L'histoire commence avec la fin d'une guerre entre deux familles de dieux, les As, guerriers et souverains d'Asgard, et les Vannes, divinités associées à la fertilité et à la nature. Après un long conflit, les deux groupes décidèrent de faire la paix et scellèrent leur accord par un rituel particulier. Tous les dieux des deux côtés crachèrent dans un grand chaudron, mélangeant leur salive divine dans un seul récipient. De ce liquide sacré naquit un être appelé Kvasir, un homme ou demi-dieu doté d'une sagesse incomparable. Kvasir connaissait la réponse à n'importe quelle question qui lui était posée, et il consacra son existence à voyager à travers le monde en partageant ses connaissances avec tous ceux qu'il rencontrait.
Sa générosité et sa sagesse le rendirent célèbre dans les 9 mondes de la cosmologie nordique. Mais l'histoire de Kvasir connut une fin tragique. 2 nains nommés Fjalar et Galar, jaloux de sa sagesse ou simplement cruels par nature, invitèrent Kvasir chez eux sous prétexte de lui offrir l'hospitalité. Quand Kvasir arriva, les nains le tuèrent et drainèrent son sang dans 3 récipients. 2 grands chaudrons appelés Son et Bodn, et une bouilloire appelée Odrerir. Ils mélangèrent ensuite le sang de Kvasir avec du miel, créant l'hydromel de la poésie, une boisson qui conférait à quiconque la buvait toute la sagesse et l'habileté poétique que Kvasir avait possédée de son vivant. Quand les dieux demandèrent aux nains ce qui était arrivé à Kvasir, ils mentirent effrontément, disant que le sage avait étouffé sous sa propre intelligence, car il n'y avait personne d'assez instruit pour lui poser des questions qui le définent. Les nains ne s'arrêtèrent pas là dans leur série de crimes. Quelque temps plus tard, ils tuèrent un géant nommé Giling et sa femme. Le fils du géant, Sutung, découvrit ce qui s'était passé et se vengea, en capturant les nains et en les emmenant sur un rocher qui allait être recouvert par la marée haute. Face à une mort imminente, les nains supplièrent pour leur vie et offrirent à Sutung l'hydromel de la poésie en paiement pour le sang de ses parents. Le géant accepta l'accord et emporta les 3 récipients dans sa forteresse dans les montagnes, un lieu appelé Nitbjorg, où il chargea sa fille Gunnlod de garder le précieux liquide jour et nuit. C'est à ce moment qu'Odin, le père de tous les dieux et seigneurs d'Asgard, entre dans l'histoire. Odin était connu pour sa quête incessante de connaissances et de sagesse. Il avait sacrifié l'un de ses yeux pour boire à la source de Mimir et acquérir une vision des mystères de l'univers. Il s'était pendu à l'arbre Yggdrasil pendant 9 jours et 9 nuits pour comprendre les secrets des runes. Quand il apprit l'existence de l'hydromel de la poésie, Odin décida qu'il devait le posséder à tout prix. Il élabora alors un plan complexe qui démontrait sa ruse légendaire. Odin se déguisa et alla travailler pour Bogi, le frère du géant Sutung. Par une manipulation subtile, il fit en sorte que les 9 travailleurs de Bogi s'entretuent dans une dispute, puis il proposa de faire le travail de chacun d'eux en échange d'une seule gorgée de l'hydromel gardée par Sutung. Bogi accepta, mais quand vint le moment de remplir sa part du contrat, Sutung refusa de céder une seule goutte de son trésor. Odin convainquit alors Bogi de l'aider à percer un tunnel dans la montagne où l'hydromel était gardé. Se transformant en serpent, Odin rampa dans le tunnel étroit jusqu'à atteindre la chambre où Gunnlod surveillait les chaudrons. Ce qui arriva ensuite démontre qu'Odin était prêt à utiliser n'importe quel moyen pour atteindre ses objectifs. Il séduisit Gunnlod et passa 3 nuits avec elle. En échange de ce temps ensemble, elle accepta de lui permettre de prendre 3 gorgées d'hydromel. Mais les gorgées d'un dieu sont différentes de celles d'un mortel. Avec sa première gorgée, Odin vida complètement le chaudron Odrerir. Avec la deuxième, il vida Son. Et avec la troisième, il vida Bodn. Tout l'hydromel de la poésie était désormais en lui. Odin se transforma alors en aigle et s'envola vers Asgard transportant son prix dans sa gorge. Sutung découvrit la trahison et se transforma lui aussi en aigle, poursuivant Odin à travers les cieux. Ce fut une course serrée, le géant gagnant du terrain à chaque battement d'aile. Quand les autres dieux virent Odin approcher d'Asgard avec Sutung juste derrière lui, ils préparèrent rapidement des récipients pour recueillir l'hydromel. Odin arriva juste à temps et régurgita le précieux liquide dans les chaudrons préparés. Mais dans sa hâte et sa peur d'être rattrapé, il laissa échapper quelques gouttes par l'autre extrémité de son corps, des gouttes qui tombèrent sur Midgard, le monde des humains. N'importe qui pouvait boire de cet hydromel gaspillé, mais il ne conférait que des capacités médiocres, suffisantes pour faire des vers simples, mais pas pour créer une poésie véritablement inspirée. C'est pourquoi, disèrent les Nordiques, il existe tant de mauvais poètes dans le monde, des gens qui ont bu les gouttes perdues d'Odin, mais n'ont jamais goûté au véritable hydromel. L'hydromel qu'Odin a réussi à sauvegarder a été donné aux dieux et à quelques mortels choisis. Devenir un grand poète ou skald, comme on appelait les bardes dans la tradition nordique, signifiait avoir reçu une portion de l'hydromel de la poésie directement des mains d'Odin. Ces skalds étaient des figures d'un immense prestige dans les cours des rois et des jarls scandinaves. Leurs paroles pouvaient conférer une gloire immortelle ou une honte éternelle à ceux qu'ils chantaient,
Un poème de louange composé par un skalde talentueux était un trésor plus précieux que l'or ou les armes, car il garantissait que les exploits de l'honoré seraient mémorisés tant que les hommes racontèrent des histoires. Et un poème de diffamation pouvait détruire la réputation d'un homme aussi complètement qu'une défaite au combat. Cette connexion entre l'hydromel et la poésie n'était pas seulement métaphorique ou mythologique. Dans les pratiques rituelles des peuples nordiques, il existait une cérémonie appelée cymbelle au cours de laquelle les participants passaient une corne d'hydromel de main en main tout en prêtant des serments, en récitant des poèmes et en honorant leurs ancêtres et leurs dieux. L'hydromel était considéré comme une substance liminale, un liquide qui facilitait la communication entre le monde des vivants et le monde des morts, entre les humains et les divins. Boire de l'hydromel pendant le cymbelle n'était pas simplement une activité sociale. C'était un acte religieux qui plaçait le participant en contact avec des forces plus grandes que lui-même. La connexion entre l'hydromel et l'au-delà se manifestait également dans les croyances bibliques sur le Valhalla, la grande salle d'Odin où les guerriers morts au combat étaient accueillis. Ces guerriers choisis, connus sous le nom d'Einherjar, passaient l'éternité à combattre pendant la journée et à festoyer pendant la nuit. Et la boisson qu'ils consommaient lors de ces fêtes éternelles était naturellement l'hydromel. Mais pas n'importe quel hydromel. L'hydromel du Valhalla était produit par une chèvre magique appelée Heidrun, qui paissait dans les branches de l'arbre Yggdrasil et produisait de l'hydromel au lieu de lait. Cette image de l'abondance infinie d'hydromel dans le paradis des guerriers reflète l'importance que la boisson avait pour ces peuples et leurs espoirs que les plaisirs de la vie terrestre continueraient dans la vie après la mort. Au fil des siècles, cependant, l'hydromel commença à perdre sa position de premier plan dans la culture européenne. Plusieurs facteurs ont contribué à ce déclin. La production d'hydromel dépendait d'un approvisionnement abondant en miel, et le miel était une ressource finie et laborieuse à obtenir. À mesure que les forêts européennes étaient abattues pour faire place à des champs de culture, l'habitat des abeilles sauvages diminuait, rendant le miel de plus en plus rare et cher. En même temps, l'expansion de la culture de l'orge rendait la bière plus économique et accessible. Le vin, importé des régions méditerranéennes, devint un symbole de statut parmi les classes les plus élevées, remplaçant progressivement l'hydromel comme boisson préférée de la noblesse. Le coup final vint avec l'arrivée du sucre des Amériques au XVIIe siècle. Avant cette époque, le miel était le principal édulcorant disponible en Europe et l'apiculture était une activité économiquement importante. Mais le sucre de canne était moins cher à produire en grande quantité et plus facile à transporter et à stocker. À mesure que le sucre remplaçait le miel comme édulcorant préféré, il y avait moins d'incitation à entretenir des ruches, et la production de miel diminua drastiquement. Sans miel abondant, la production d'hydromel devint de plus en plus rare, jusqu'à ce que la boisson passe d'un élément quotidien de la vie européenne à une curiosité historique, connue principalement à travers des textes anciens et des traditions régionales isolées. Certains monastères ont maintenu l'art de produire de l'hydromel vivant pendant les siècles de déclin. Les moines, qui entretenaient souvent des ruches pour produire de la cire pour les bougies et du miel pour un usage médicinal, ont continué à fermenter de l'hydromel tant pour leur propre consommation que pour la vente aux fidèles. En Angleterre et au pays de Galles en particulier, la tradition monastique de production d'hydromel a persisté jusqu'à la dissolution des monastères au XVIe siècle. Même après cela, certaines communautés rurales ont continué à produire de l'hydromel de manière artisanale, préservant des recettes et des techniques qui avaient été transmises de génération en génération depuis des temps immémoriaux. L'hydromel a également survécu dans certaines régions spécifiques où les conditions locales favorisaient sa production continue. En Éthiopie, une boisson appelée tej, faite de miel fermenté avec une herbe locale appelée gesho, est restée populaire au fil des siècles et est considérée comme la boisson nationale du pays encore aujourd'hui. En Pologne et dans d'autres parties de l'Europe de l'Est, les traditions régionales de production d'hydromel ont été maintenues vivantes, avec différentes variétés produites selon la proportion de miel par rapport à l'eau et les temps de vieillissement utilisés. Ces traditions locales ont servi de réservoir de connaissances qui permettraient la renaissance de l'hydromel à une époque plus récente. Au cours des dernières décennies, l'hydromel a connu une renaissance remarquable.
des producteurs artisanaux du monde entier ont redécouvert l'art de fermenter le miel, expérimentant différents types de miel, des variétés de levures et des ajouts de fruits, d'épices et d'herbes. Les midris, comme on appelle les producteurs d'hydromel, ont proliféré particulièrement aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans les pays scandinaves, attirant des consommateurs intéressés par les boissons artisanales et les histoires derrière leurs verres. Le mouvement des craft beverage, avec son accent sur les ingrédients locaux, les méthodes traditionnelles et les saveurs uniques, a trouvé dans l'hydromel un candidat parfait pour une revitalisation. La culture populaire a également joué un rôle important dans cette renaissance. Des séries télévisées comme Vikings et Game of Thrones, des jeux comme Assassin's Creed Valhalla et Skyrim, et la fascination renouvelée pour l'histoire et la mythologie médiévale et nordique ont remis l'hydromel dans la conscience publique. Pour de nombreux jeunes consommateurs, goûter à l'hydromel est une façon de se connecter au monde fantastique qu'ils admirent sur leurs écrans et dans leurs livres, de goûter littéralement une boisson que leur héros de fiction aurait consommée. Cette connexion émotionnelle avec les histoires et les traditions anciennes confère à l'hydromel une aura de romantisme et d'authenticité que peu d'autres produits peuvent égaler. Pour ceux qui souhaitent essayer l'hydromel, le processus de production domestique est accessible. Les ingrédients de base ne sont qu'au nombre de 3, l'eau, le miel et la levure. La proportion traditionnelle est d'environ 4 parties d'eau pour une partie de miel. L'eau est chauffée, le miel dissous, et après refroidissement, le mou reçoit la levure et fermente dans un récipient approprié. Le temps de fermentation varie. Certains hydromels rapides peuvent être consommés après quelques jours ou semaines, tandis que d'autres fermentent pendant des mois et vieillissent pendant des années. L'ajout de différents ingrédients crée des variations avec des noms spécifiques. Le mélomel est un hydromel fait avec des fruits, le ciser est fait avec du jus de pomme, le piment combine l'hydromel avec du jus de raisin et le météglin incorpore des herbes et des épices. L'histoire de l'hydromel est, en fin de compte, l'histoire de la civilisation humaine elle-même dans sa quête de transcendance et de connexion. Depuis les premiers humains qui ont découvert accidentellement le pouvoir transformateur du miel fermenté, jusqu'aux producteurs artisanaux d'aujourd'hui qui redécouvrent et réinventent cette tradition millénaire, l'hydromel a servi de fil conducteur à travers les époques. C'est une boisson qui relie le mondain au sacré, l'individuel au communautaire, le présent au passé. Chaque gorgée d'hydromel est une gorgée d'histoire, une petite communion avec les générations innombrables qui nous ont précédés et qui ont trouvé dans ce liquide doré quelque chose de digne de célébration, de vénération et de partage. Lorsqu'un couple moderne part pour sa lune de miel, il ne pense probablement pas aux racines médiévales de cette tradition. Il n'imagine pas les mariés des siècles passés, assis dans leur maison simple, buvant ensemble l'hydromel offert par leur famille, tout en espérant que la magie de cette boisson leur apporte des enfants sains et une vie prospère. Mais la connexion est là, préservée dans le langage même que nous utilisons pour décrire cette période spéciale. L'hydromel a peut-être disparu de la plupart des célébrations de mariage modernes, mais son héritage persiste, rappelé chaque fois que nous prononçons le mot lune de miel, sans penser à sa signification originelle. Et ainsi nous arrivons à la fin de notre voyage à travers le temps et l'espace. Un voyage qui nous a menés des villages néolithiques, de la Chine ancienne aux salles d'hydromel des rois anglo-saxons, des montagnes de la mythologie nordique au festival de mariage de l'Europe médiévale. L'hydromel émerge de ce voyage non pas comme une simple boisson alcoolisée, mais comme un symbole puissant de la créativité humaine, de la recherche de sens et de la capacité à trouver l'extraordinaire dans les éléments les plus basiques de la nature. De l'eau, du miel et du temps, des ingrédients simples qui, combinés avec savoir-faire et patience, produisent de quelque chose de véritablement magique. Si ce récit a éveillé en vous la curiosité d'en savoir plus sur l'hydromel, son histoire et ses traditions, considérez cela comme une invitation à continuer d'explorer. L'histoire regorge de détails fascinants qui n'ont pu être inclus dans cette présentation, et le monde moderne offre des opportunités de plus en plus grandes de goûter à cette boisson ancestrale dans toutes ses variations. Que ce soit en visitant une miderie locale, en essayant de fabriquer votre propre hydromel à la maison, ou simplement en levant votre verre en hommage aux traditions qui nous ont amenés jusqu'ici,
Il existe de nombreuses façons de participer à cette histoire continue qui relie le passé, le présent et le futur à travers le simple acte de fermenter du miel. Et maintenant, un dernier mot pour vous, qui nous avez accompagnés jusqu'ici dans ce voyage à travers le monde de l'hydromel. Si ce documentaire a piqué votre curiosité, s'il a éveillé en vous le désir de connaître plus d'histoires comme celle-ci, nous avons une demande spéciale. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes, où nous explorerons d'autres chapitres fascinants de l'histoire humaine. Laissez un j'aime si ce contenu a enrichi votre journée et partagez vos impressions, vos questions et vos propres histoires liées à ce thème dans les commentaires. Chaque commentaire, chaque abonnement, chaque mention j'aime nous aide à continuer de produire du contenu de qualité et à atteindre plus de personnes passionnées par la découverte des secrets que le passé recèle. Tout comme l'hydromel était partagé de main en main dans les salles médiévales, renforçant les liens et créant une communauté, votre participation renforce notre communauté de curieux et d'amoureux de l'histoire. À la prochaine aventure.